Ce matin, avant de monter au potager, ce sont les cactus et plantes en pot qui ont l'honneur de la visite. La saison est déjà bien avancée. On a dépassé le 15 août et l'objectif de la caméra ne s'est pas encore promené dans le jardin pour en garder l'aspect au printemps et durant les premiers mois de l'été. Depuis longtemps, les radis et les salades de printemps ont disparu du potager, dont on va fixer maintenant des images par une belle journée ensoleillée. En gravissant l'escalier conduisant à la terrasse, un coup d'œil sur la pelouse récemment tondue. Et oui, le moment était venu de mettre un terme à une exubérance devenue excessive. Il en fut de même pour le pourtour du bassin, que la végétation avait par trop envahi. La cisaille, maniée avec une indispensable fermeté, permet maintenant à la lumière d'éclairer ce décor aquatique. Et justement, se trouve là une grenouille, probablement enchantée de ce nouvel éclairage. Le batracien reste néanmoins discret, disparaissant dans la profondeur du bassin, à l'approche de quelques visiteurs importants. Une fontaine solaire, pour taquiner un peu la surface de l'eau. Après la visite du bassin, passons au potager. On confond parfois le potiron et la citrouille, bien que quelques différences, tant visuelles que gustatives, permettent généralement de les distinguer. Les sculpteurs d'Halloween ne s'y trompent pas et préfèrent généralement les potirons, dont les reliefs sont moins marqués, facilitant ainsi les découpes de leur surface. Ici, il s'agit bien de potirons, d'une variété ayant fait ses preuves, le potiron rouge vif d'Étampes. Étampes, cette élégante commune qui n'oublie pas que c'est à proximité que naquit Jean de La Fontaine. Le poète s'est-il inspiré des champs de culture qu'il pouvait voir autour de lui lorsqu'il écrivit la fable, le gland et la citrouille? Allez savoir, c'est le moment de revoir nos classiques. Ah, nos classiques! Lorsque l'on évoque les cucurbitacées, c'est plutôt le melon de Bernardin de Saint-Pierre qui revient d'abord à l'esprit. Oh, non pas pour la dégustation, mais parce que ce botaniste, philosophe à ses heures, avait estimé que la nature avait doté ce fruit de côte afin d'être mangé en famille. Ce n'est guère avant l'époque des Lumières que l'on en vint à trouver sur nos tables la tomate, l'un des principaux légumes venus d'Amérique. Depuis, ce continent nous a apporté sa cuisine, parfois associée au fast-food. Mais c'est une autre histoire. Au fait, la tomate est-elle un fruit ou un légume? Qui n'a pas hésité à choisir, dans le supermarché, une fois parvenu au point de pesage de ses fruits et légumes, à choisir donc entre les deux boutons, fruits ou légumes? Ce n'est pas le meilleur moment pour tenter de trouver la réponse sur Internet, d'autant que le résultat d'une telle requête démontre le bien fondé de la recherche, puisque la tomate est à la fois un fruit et un légume, d'après les experts linguistiques, cuisiniers et jardiniers. Associés aux tomates, les œillets d'Inde, dont l'odeur est réputée pour tenir les nuisibles à l'écart. Quoi qu'il en soit, leur belle couleur suffirait à les faire apprécier, installés entre les pieds de tomates. À proximité des tomates, il reste quelques plants de bourrache, déjà sur le déclin, mais que l'on tarde à arracher, laissant encore aux abeilles le plaisir de venir s'en délecter. C'est toujours l'ombre de Sainte Hildegarde qui plane alentour lorsque l'on part de cette plante, à laquelle la botaniste prêtait bien des vertus médicinales. Poursuivant la visite, d'autres tomates. On parvient aux poireaux, plutôt robustes, lorsqu'ils échappent à leur principal ennemi, le ver du poireau, particulièrement redouté par le jardinier. Ici, la variété bleue de Solèze. Si cette commune proche de Lyon ne peut pas se prévaloir d'avoir vu naître un illustre poète, encore qu'il faille peut-être approfondir la recherche, la région semble néanmoins convenir à la culture du poireau bleu de Solèze et plusieurs exploitations agricoles s'y consacrent. Cette année,
Tout permet d'espérer des potages, des gratins, voire des flamiches. Les recettes ne manquent pas pour ce légume, bien apprécié dès que s'approchent les jours de l'hiver, et sans oublier que consommé à froid, il est presque indissociable de sa vinaigrette. Quel choix! Volumineuse, productive, voici les courgettes. Ici encore, le choix ne manque pas pour installer quelques pieds, et pour être précis, quelques pieds seulement. Car la modestie de leur taille, lors de l'achat en jardinerie ou au sortir de la serre familiale, ne doit pas faire oublier l'ampleur de ses feuilles lorsque le légume vient prendre ses aises sur le terrain qui lui est dédié. Habitué des courgettes uniformément vertes ou cocoselles, donc striées, le jardinier a découvert cette année les courgettes blanches, réputées pour leur peau plus tendre. Est-ce pour cette qualité, ou simplement pour s'éviter la tâche plutôt fastidieuse de l'épluchage, qu'elles sont parfois préférées? Les vrais cuisiniers crieraient au scandale, au simple énoncé de la question. On avait presque fini par abandonner. Après plusieurs mois de tentatives infructueuses en avril et en mai, les haricots verts, semés le 11 juin, sont parvenus à manifester une vigueur tout à fait respectable. Outre un arrosage suffisant, il a fallu lutter contre de redoutables ennemis, les limaces et les escargots. Quant à la tâche indispensable pour la cueillette des haricots, la satisfaction des amateurs de contenders dérustant la récolte apporte la meilleure des récompenses possibles pour le travail accompli. Lorsque l'automne approche, c'est le moment de penser aux engrais verts. Un bêchage léger, puis les semis pour que viennent les couleurs des variétés de moutarde, facélie ou trèfle incarnat, avant que la verdure devienne nourrir le sol pour les années suivantes. Mais c'est une autre histoire.